23 coups de poignard. Ce ne fut pas une exécution précipitée, ni même un simple assassinat. Ce fut un rituel soigneusement orchestré au cœur de marbre de Rome. En ce jour des Ides de mars, le Sénat se transforma en autel, et Caius Jules César, l'homme qui se proclamait presque un dieu, devint la victime sacrificielle. L'ironie devint insupportable lorsque son corps, transpercé et sanglant, tomba aux pieds d'un sang de la statue de Pompée, l'ennemi qu'il avait vaincu des années auparavant. Rome, avec son amour des symboles, n'aurait pu choisir un scénario plus cruel. Les conjurés, ces hommes qui la veille avaient à partager le pain et le vin avec César, se levèrent, les dagues encore chaudes à la main. Ils ne s'enfuirent tant pas comme de vulgaires assassins. Au contraire, ils levèrent leurs goings et ils levèrent leurs armes maculées vers le ciel, se proclamant eux-mêmes les libérateurs. Dans leur esprit, le sang qui goûtait encore des lames était le prix de la liberté, l'acte héroïque qui sauverait la République. Ils croyaient avoir coupé la tête du serpent de la tyrannie. Mais la question qui résonnait dans les murs du Sénat était de savoir s'ils avaient réellement libéré Rome ou simplement déclenché un chaos irréparable. La foule sur le forum ne cria pas de joie. Il n'y eut ni applaudissements, ni fleurs jetées aux pieds des conjurés. Il y eut un silence dense, chargé de peur, plus mortel que n'importe quel cri. Car le peuple ne craignait pas le tyran mort, mais les vivants qui avaient dégainé des couteaux contre leur chef. La République était pour les philosophes et les sénateurs, mais pour le citoyen commun ce qui importait, c'était le pain sur la table, les victoires militaires et la stabilité que César avait offerte. Et soudain, cette stabilité avait été brisée. Ce contraste révèle une vérité brutale. Le peuple de Rome ne vivait pas dans les luxueuses villas du Palatin, mais dans la rudesse de la plèbe, dans les rues pleines de poussière, de faim et de superstition. Tandis que les conjurés par les pans de liberté, la seule chose qu'ils offraient était du sang et un futur incertain. Pour le Romain du commun, l'abstraction de la Respublica valait peu face à la sécurité qu'un seul homme fort pouvait garantir. Le sacrifice de César, loin d'être perçu comme un acte de salut, fut ressenti comme une trahison de l'ordre. Le cerveau de ce complot était Caius Cassius Longinus, consumé par une rancœur plus personnelle que politique. Mais le visage visible, le symbole le plus déchirant, fut Marcus Junius Brutus. Fils adoptif de César, son protégé et son élève, la dague qui lui transperça le corps fut plus poignante par la trahison que par l'acier. La tradition raconte que les dernières paroles de César ne furent pas de haine mais de douleur. « Toi aussi, mon fils ». Dans cette phrase qui résonne encore comme un écho fantomatique dans l'histoire, se condense toute la tragédie de Rome. L'assassinat non d'un tyran, mais d'un père par son fils spirituel. Les conjurés, aveuglés par l'arrogance, marchèrent péchant vers le Capitole, croyant qu'ils seraient acclamés comme des héros, comme les nouveaux fondateurs de la République. Là, ils se retranchèrent en eux, convaincus que la ville entière s'inclinerait devant eux. Mais ils avaient sous-estimé quelque chose que les stoïciens de leur temps comprenaient hautement et bien. Les hommes peuvent supporter des chaînes si ces chaînes apportent le pain et l'ordre. La liberté abstraite ne rivalise jamais avec la sécurité concrète. Plus encore, les conjurés avaient oublié la dimension sacrée du pouvoir. À Rome, la charge de César n'était pas seulement politique, elle était presque religieuse. Il représentait la fortune, le destin lui-même. En le poignardant au Sénat, ils ne commirent pas seulement un assassinat, ils exécutèrent ce que beaucoup considérèrent comme un sacrilège. Le marbre du lieu sacré fut maculé de sang, comme si les dieux avaient été témoins d'une profanation. Et quand un peuple croit que ses dieux ont été offensés, aucun discours ne peut calmer la tempête. Si nous regardons avec des yeux modernes, l'acte des conjurés rappelle tant de tentatives de renverser des tyrannies à travers l'histoire. Les révolutionnaires croient toujours que le peuple se lèvera pour les acclamer, mais ils oublient tantôt que les gens ne rêvent pas d'idéaux abstraits, mais de pain, de travail et de paix. Dans cette erreur se cache l'ironie éternelle de la politique. On tue le monstre de la tyrannie pour donner naissance à un monstre encore plus grand. À cet instant, sous les colonnes du Sénat, ce qui naquit ne fut pas la liberté, mais un vide de pouvoir. Et les vides ne durent pas longtemps. Bientôt, ils seraient remplis par des hommes plus astucieux, plus impitoyables, capables d'utiliser la mémoire de César comme arme. Les conjurés avaient pensé que l'acte de poignarder le dictateur était la fin d'une ère.
Sans le savoir, il venait aimant d'ouvrir la porte à une ère encore plus sombre, où le pouvoir ne serait plus partagé, mais concentré en une seule main. Ils ne le savaient pas, mais ce qu'ils avaient librement à s'en libérer n'était pas la République, mais les fantômes qui la détruiraient. La dague qui transperça le corps de César transperça aussi le cœur de Rome, et tandis que le marbre absorbait son sang, la ville entière fut marquée par un serment silencieux. La vengeance ne tarderait pas à venir. Le Sénat tenta d'étouffer la tempête par une décision désespérée, accorder l'amnistie aux assassins. Ce fut un pardon fragile, à peine un voile sur une blessure ouverte qui saignait encore. Brutus et Cassius descendirent très tôt du Capitole comme si rien ne s'était passé, croyant que la trêve était suffisante pour pacifier Rome. Ils s'assirent même à table avec Marc-Antoine, partageant le pain lors d'un dîner où chaque sourire était aussi faux qu'un couteau caché sous la toge. Ils se trompaient en eux-mêmes. Ils pensaient qu'ils contrôlaient tant le Sénat que les dagues leur donnaient pas le pouvoir. Mais ils commirent une erreur fatale. Ils autorisèrent même que César reçoive des funérailles à son temps national. Et par là, ils livrèrent la ville à la rhétorique, à la manipulation des émotions, au théâtre de la douleur. Brutus parla le premier sur le forum. Son discours fut le chef-d'œuvre d'un philosophe stoïcien qui tentait de justifier un crime par la logique. Il expliqua qu'il n'avait pas tué César par haine, mais par amour pour Rome. Oh, Alain, ce n'est pas que j'aimais moins César, mais que j'aimais plus Rome, déclara-t-il d'une voix ferme, presque sereine. Pour beaucoup dans la foule, ces mots résonnèrent comme la froide vérité d'un chirurgien qui tranche la chair pour sauver le patient. À un instant, le peuple sembla accepter la nécessité du sacrifice. Le silence du forum fut rompu par des murmures d'approbation. Les conjurés respirèrent soulagés, convaincus d'avoir réussi à convaincre le cœur de la plèbe avec les arguments de la raison. Mais alors Marc-Antoine monta à la tribune. Ce n'était pas un philosophe, c'était un soldat, un consul et surtout un maître de la manipulation émotionnelle. Sa voix ne commença pas par des cris, mais par un murmure chargé de douleur. « Amis, Romains, concitoyens, prêtez-moi attention. Je viens enterrer César, non le louer. » Les mots glissèrent comme un doux poison dans les oreilles de la foule. Il dit que Brutus était honorable, que tous les conjurés l'étaient Il répéta cette phrase encore et encore, « homme honorable ». Chaque répétition était un coup de fer enveloppé de velours, érodant peu à peu la crédibilité des assassins. Ce qui commença comme du respect se transforma en sarcasme. L'honorable devint une accusation. Antoine ne s'arrêta pas aux mots. Il souleva la toge pourpre de César, raide du sang séché, et la montra au peuple. Les trous ouverts par les dagues étaient un plus éloquents que n'importe quel discours. Il désigna chaque déchirure, nomma chaque assassin, ici Cassius, là Casca, ici le cher Brutus. La foule ne voyait plus un dictateur déchu, mais un homme trahi par ceux en qui il avait confiance. Le marbre du Sénat devint un autel de martyrs, et César un saint profane. Alors le coup de grâce, Antoine déroula un papyrus, le testament de César. Devant la foule expectante, il lut que César avait légué ses jardins privés au peuple pour les transformer en parcs publics et, plus puissant encore, il avait laissé à chaque citoyen romain 75 drachmes. La foule fut muette un instant, incrédule. Puis le silence se rompit en rugissements de fureur et de douleur. Le peuple qui, quelques instants auparavant, avait écouté Brutus calmement, brûlait maintenant de colère. Les bancs et les tables du forum furent arrachés, empilés et allumés dans un bûcher funéraire improvisé. Là, au milieu des flammes, le corps de César fut élevé au rang de héros divin. Et avec les torches allumées de ce feu sacré, la foule se transforma en meute. Le peuple ne cherchait plus de libérateurs, il cherchait des assassins. Le premier à tomber fut un poète, Caius Helvius Cinna, confondu avec un conjuré. Ses cris d'innocence ne servirent à rien. Il fut mis en pièces en pleine rue, victime de la fureur aveugle du peuple. La ville avait changé de maître. Les libérateurs, qui rêvaient d'applaudissements, contemplèrent d'un an depuis leur maison comment les masses pensaient qu'ils prétendaient en sauver de se retourner en train de s'en aller contre eux. Le forum était devenu un enfer et Rome n'était plus leur allié. La République, qu'ils disaient se restaurer, s'effondrait devant le feu et le sang. La foule, enflammée par la parole d'Antoine, avait choisi son camp. Brutus avait fait appel à la raison, mais Antoine avait invoqué le cœur. Et à Rome, comme à toutes les époques, le cœur gagne toujours.
Les funérailles de César marquèrent sûrement la condamnation des conjurés. Ils n'étaient même plus des sénateurs, ils étaient des proies. Et tandis que les cris de « vengeance » retentissaient dans les rues, un nouveau nom commençait à être murmuré dans l'ombre, un nom qui serait bientôt crié à chaque coin de rue. Octave. L'héritier de César était sur le point d'entrer en scène, et avec lui la véritable chasse. À des centaines de kilomètres de Rome, dans la cité grecque d'Apollonie, un jeune homme maladif et presque inconnu reçut une lettre qui allait changer le cours de l'histoire. Il avait 18 ans, un corps fragile et une santé chancelante que beaucoup considéraient incompatibles avec la politique et la guerre. Il s'appelait Caius Octavius, et jusqu'à cet instant son destin semblait réduit à n'être qu'un autre jeune aristocrate perdu dans l'anonymat. Mais dans cette lettre était écrit quelque chose de plus puissant que 100 légions. Jules César, son grand-oncle, l'avait adopté à titre posthume comme fils et principal héritier. Il n'héritait pas seulement de la fortune colossale de César, mais de quelque chose de plus dangereux, son nom. À Rome, un nom pouvait lever des armées et faire trembler des villes. Octave comprit l'ampleur du cadeau et de la condamnation. En acceptant les héritages, il ne devenait pas simplement le jeune homme riche de l'aristocratie, mais César lui-même. Chaque syllabe de ce nom évoquait des conquêtes, des butins, des triomphes et du pain sur la table des pauvres. Octave était faible de corps, mais sa nouvelle identité le transformait en un géant politique. Quand il revint en Italie, beaucoup le sous-estimèrent. Marc-Antoine, le consul qui s'était érigé en maître de Rome après la mort de César, le regarda avec mépris. Pour lui, ce jeune homme pâle était peu plus qu'un ennui. Il ne lui remit pas la fortune héritée, tentant de couper court à toute ambition. Ce fut une erreur de calcul monumentale. Antoine croyait que le pouvoir résidait dans l'argent et dans les armes, mais il ne comprit pas que la chose la plus puissante que César avait laissée n'était pas l'or, mais un mythe. Octave commença à signer sous le nom de César Octavianus, un acte d'audace et de génie. La plèbe le reconnut immédiatement. Ce jeune homme faible était la réincarnation de son bienfaiteur assassiné. Et quand Antoine lui refusa l'argent, Octave réalisa un coup qui le fit entrer dans la légende. Il vendit ses propres propriétés, même celles qui lui venaient prendre de sa famille, et avec cet argent, il paya à chaque citoyen les 75 drachmes que César avait promises dans son testament. Il tint la parole de son père adoptif avec une ferveur religieuse. Ce geste, plus que n'importe quel discours, l'éleva au rang de leader populaire. Le peuple l'acclama comme un nouveau César, mais plus important encore, les vétérans des légions de son père le virent comme l'héritier légitime. Des hommes endurcis par des décennies de guerre, aguerris en Gaule, en Hispanie et en Égypte, commencèrent à lui jurer fidélité, non parce qu'ils le demandaient, mais parce qu'ils reconnaissaient en lui la continuité de leur commandant immortel. Ainsi Octave découvrit une vérité que les assassins de César n'auraient jamais imaginée. La loyauté à Rome pouvait s'acheter, et le prix n'était pas bas, mais il était écrit en sang et en pièces. Dans une société où la guerre était la base de la gloire, l'armée ne servait pas la République. Elle servait celui qui pouvait la nourrir et l'habiller. Et ce quelqu'un soudain était Octave. La psychologie du jeune héritier mérite attention. Il était maladif, fragile, même timide, mais ses faiblesses le transformèrent en un stratège implacable. Il apprit qu'il ne pouvait vaincre par la force de ses bras, alors il décida de vaincre par la force de son calcul. Chaque décision qu'il prit fut froide, rationnelle, presque chirurgicale. Il ne faisait pas confiance au hasard, il faisait confiance à sa capacité à transformer la fragilité en arme. Si Antoine était un lion qui rugissait, Octave serait un serpent qui se glissait dans l'ombre jusqu'à étouffer sa proie. Son ascension fut rapide, presque incroyable. En quelques mois, le jeune homme invisible devint le rival de Marc-Antoine. Il déroba les légions au nez et à la barbe du consul, les attirant avec de l'argent, des promesses et le pouvoir mystique du nom de César. Il comprit quelque chose d'essentiel. À Rome, la politique ne se jouait pas seulement au Sénat, mais dans les camps militaires. Là, sous les étendards maculés de sang, les hommes décidaient à qui ils obéiraient, et ils choisirent Octave. Ce qui commença comme un duel silencieux entre un jeune apprenti et un vétéran se transforma en une guerre pour l'héritage de César. Le jeune homme, que personne ne craignait, devint l'architecte de la vengeance. Les conjurés qui avaient élevé leurs dagues au Sénat ne le savaient pas encore, mais ils avaient allumé un brasier qu'Octave alimenterait jusqu'à ce que le dernier d'entre eux brûle dans ses flammes.
À cet instant, Rome avait un nouveau monstre. Ce n'était pas un général triomphant, ce n'était pas un politicien charismatique, c'était quelque chose de plus inquiétant. Un jeune homme avec un nom immortel, une fortune croissante et une volonté de fer. Octave s'était de réveiller, et son réveil marquerait le début de la fin pour tous ceux qui avaient osé toucher le corps de son père adoptif. Rome était en proie aux tensions. Le peuple réclamait vengeance, les rues sentaient encore la fumée du bûcher funéraire de César, et le Sénat était un théâtre de trahison. Dans ce scénario, 3 hommes se retrouvèrent sur une petite île entourée de brouillard, sur une rivière près de Bologne. Marc-Antoine, consul vétéran et guerrier implacable, Caius Octavius, le jeune homme qui signait maintenant César, et Marcus Lepidus, un général expérimenté mais plus opportuniste qu'idéaliste. Cette réunion ne fut pas un pacte honorable, mais la naissance d'un monstre politique, le second triumvirat. Ce n'était pas une alliance, c'était un contrat de sang. 3 prédateurs affamés se partageant un cadavre, le cadavre de la République. Là, entre boue et eau trouble, ils se partagèrent le monde comme un butin de guerre. Chacun reçut des territoires, des richesses, des armées, mais il y avait un obstacle commun, les ennemis intérieurs. Et pour les éliminer, ils décidèrent de déchaîner un instrument de terreur qui surpasserait n'importe quelle dague, les proscriptions. Les proscriptions étaient là des listes de morts, des noms écrits sur des tablettes de plâtre et cloués sur le forum. Ce n'étaient pas des jugements, ce n'étaient pas des accusations, c'était des sentences publiques. N'importe qui pouvait tuer les personnes désignées et réclamer une partie de leurs biens en récompense. Le reste était destiné au triumvirat. Rome fut plongée dans une paranoïa absolue. Du jour au lendemain, la vie d'un sénateur, d'un riche commerçant ou d'un général pouvait être éteinte par une signature et sa fortune confisquée. La ville devint un marché aux têtes. La moralité se brisa. Des esclaves assassinèrent leur maître pour gagner la liberté. Des fils dénoncèrent leur père pour hériter de leurs terres. Des amis de toujours devinrent des bourreaux dans l'espoir d'obtenir des avantages. Le poison de la trahison pénétra dans chaque maison. Il n'y avait plus de confiance, seulement de la peur. Rome, le berceau de la loi et de la vertu républicaine, s'était transformé en un abattoir légalisé. Dans cette boucherie, un Marc-Antoine exigea un nom avec une férocité particulière, Marcus Tullius Cicero. Il n'avait pas participé à l'assassinat de César, mais ses discours contre Antoine avaient été des dagues verbales qui le déchiraient en public. Pour Antoine, Cicéron devait mourir, et pas seulement mourir, il devait être humilié. Octave, que Cicéron avait aidé à grimper en politique, avait la possibilité de le protéger. Mais il choisit le contraire. Il le sacrifia sans sourciller, démontrant que pour lui, la gratitude valait moins que la commodité. Les sicaires d'Antoine l'atteignirent près de sa villa. Cicéron, résigné, ordonna à ses serviteurs de ne pas résister. Il offrit son cou avec une dignité stoïcienne. L'épée tomba, sa tête et ses mains furent coupées. Ces mêmes mains qui avaient écrit des discours qui inspirèrent des générations furent exposés sautés sur la tribune du forum, cloués sur les rostres. C'était un acte de barbarie calculé, le symbole de la parole libre réduit à de la chair mutilée. La ville fut marquée. La République n'était plus un rêve brisé, c'était un cadavre déchiqueté en pleine place publique. Les conjurés qui avaient plongé leurs dagues cuites dans César pensaient en avoir tué un dictateur, mais ce qu'ils avaient réellement libéré était un monstre collectif, un régime de terreur qui se nourrissait du sang de sa propre aristocratie. Le triumvirat prospérait grâce à la violence. Ses caisses se remplissaient des richesses en poisse confisquées, ses armées grossissaient avec la promesse de butin, et son pouvoir se légitimait sous le masque de la légalité. C'était le triomphe de la brutalité sur la vertu, de l'épée sur la parole. Rome n'était plus gouvernée par des sénateurs, mais par des bouchers couronnés. Ce qui naquit sur cette île ne fut pas une restauration de la République, mais un pacte de chacals qui se partagèrent sans les entrailles de l'Empire. Le prix fut payé par des milliers de citoyens qui n'avaient jamais brandi un couteau contre César. La peur devint la loi, le sang la langue du pouvoir. Et parmi ces 3 hommes, Octave apprenait en silence, observant. Car tandis qu'Antoine et Lépide se complaisaient dans la violence, il comprenait que la terreur était un instrument utile, mais que la vraie victoire serait dans le temps, dans la patience et dans la manipulation des symboles. Le jeune César n'était pas encore le plus fort, mais il était déjà le plus dangereux. Sa froideur le distinguait. Pour Antoine, la proscription était vengeance. Pour Octave, c'était une méthode.
et bientôt cette méthode le conduirait à éclipser ses propres alliés. Le destin de Rome se déplaça vers une plaine de Grèce appelée Philippe. Là, face à face, se réunirent dans un plus de 200 000 hommes, la plus grande concentration de pouvoir militaire que le monde romain ait jamais contemplée. D'un côté, Marc-Antoine et Octave, unis par le nom de César et nourris par la soif de vengeance. De l'autre, Brutus et Cassius, les autoproclamés libérateurs, qui brandissaient l'idée moribonde de la République. C'était plus qu'une bataille, c'était un jugement des dieux, une ère contre une autre. Cassius, vétéran de multiples campagnes, comprenait que ses forces étaient mieux positionnées. Il contrôlait Thyra-la-Mer, avait des provisions abondantes et pouvait lentement épuiser les triumvirs par la faim et la maladie. La stratégie logique était d'attendre. Mais Brutus, philosophe devenu général, était incapable de résister à la pression. Les présages le tourmentaient. Les aigles qui accompagnaient auparavant ces légions avaient été remplacés par des corbeaux et des vautours, et une nuit, dans sa tente, une ombre effrayante lui apparut. « Qui es-tu » demanda-t-il. « Je suis ton mauvais esprit, Brutus. Nous nous reverrons à Philippe » répondit la figure. Certains diront que ce fut le fantôme de César, d'autres la manifestation de sa propre culpabilité. La première bataille éclata dans un tourbillon de poussière et de sang. Entrant sur le flanc droit, les troupes de Brutus, poussées par une ferveur quasi suicidaire, écrasèrent les lignes d'Octave. Le jeune héritier échappa de justesse à la mort. Pour les républicains, cela semblait un triomphe glorieux. Le rêve de la liberté renaissait sous le soleil de Macédoine. Mais à l'autre bout du champ, l'histoire était différente. Marc-Antoine, avec une discipline implacable, détruisit les forces de Cassius. Le camp tomba, les soldats s'enfuirent, et le chaos s'empara de son armée. Cassius se retira sur une colline pour observer. De là, il vit de la fumée, il vit de la cavalerie galopant vers lui, et il crut que c'était contre des ennemis. Ce qui s'approchait en réalité était un détachement ami qui venait annoncer la victoire de Brutus. Mais le brouillard de la guerre le trompa. Il crut que tout était perdu, que Brutus avait été vaincu. Dans cet instant de désespoir, il remit sa dague à son affranchi et lui ordonna de le tuer. Se couvrant le visage de son manteau, il reçut le coup fatal, l'ironie fut cruelle. Il se suicida avec la même arme qu'il avait plongée dans le corps de César. Il mourut non par défaite réelle, mais par une illusion. Quand les messagers arrivèrent, criant que Brutus avait vaincu sur son flanc, ils ne trouvèrent devant que le cadavre de Cassius. Brutus, en larmes, l'appela Tsnidrae, le dernier des Romains. Le cerveau de la conspiration s'était éteint, mais son âme subsistait encore. Pendant 3 semaines, les deux armées se surveillèrent en temps immobile, tandis que la tension croissait à chaque lever de soleil. Le moral dans le camp républicain s'effondrait. La victoire avait été éphémère, un mirage. L'ombre de Cassius pesait sur tous et de nombreux soldats commencèrent à déserter. Brutus, harcelé par ses officiers et tourmenté par le fantôme de César, décida l'inévitable, forcer une seconde bataille. Ce fut une erreur mortelle. La seconde bataille de Philippe ne fut pas un tourbillon de hasard, mais une exécution organisée. Les troupes de Brutus chargèrent avec désespoir, non avec conviction. Elles affrontèrent effectivement des vétérans endurcis qui luttaient mais non pour survivre, mais pour triompher. La ligne républicaine se brisa, la retraite se transforma en fuite, et le rêve de la République se vida de son centre dans la boue. Brutus s'échappa avec quelques officiers, se réfugiant dans les collines, écoutant les cris de victoire de ses ennemis. Là, entouré par l'obscurité de la nuit grecque, il comprit que tout était fini. Il regarda ses amis et prononça des mots qui révélaient sa rupture intérieure. La vertu pour laquelle il avait tout sacrifié n'était peut-être qu'un mot vide, et il avait été l'esclave de la fortune. Il refusa d'être capturé vivant, il refusa l'humiliation de défiler comme trophée à Rome. Il demanda à ses amis de le tuer. Clitus refusa, Dardanus aussi. Finalement, son ami Strato tint l'épée pendant que Brutus se jetait dessus. Brutus mourut avec la même froideur avec laquelle il avait parlé sur le forum, mais sa mort fut l'épitaphe de la République. Marc-Antoine, en retrouvant le corps, montra une noblesse inattendue. Il couvrit le cadavre de son propre manteau pourpre et l'honora comme le plus noble des conspirateurs. Octave, en revanche, fut d'une froideur absolue. Il ordonna qu'on lui coupât la tête et qu'on l'envoyât à Rome pour être jeté au pied de la statue de César. Ainsi se termina Philippe,
avec 2 batailles, 2 fantômes et une certitude. La République ne mourut pas avec un cri de liberté, mais avec le son de milliers d'hommes fuyant pour leur vie et avec la tête de Brutus transformée en trophée macabre. Ce qui commença comme une libération se transforma en boucherie. Et Rome, assoiffée de sang, commençait à peine à se rassasier. La bataille de Philippe fut le point culminant militaire, mais non la fin de la vengeance. Pour Octave, la liste restait incomplète. Brutus et Cassius n'étaient que les premières têtes. Il restait des dizaines de noms, des dizaines de dettes qui devaient en tête à encore être payées en sang. Ce qui suivit fut une persécution lente, cruelle et méthodique, une chasse qui s'étendit dans chaque recoin de la Méditerranée. Le premier à tomber fut Caius Trebonius. Il avait été chargé de maintenir Marc-Antoine hors du Sénat le jour de l'assassinat, s'assurant que César n'ait aucune protection. Il crut que son poste de gouverneur d'Asie le maintiendrait en sécurité. Il se trompait. Un général loyal à Antoine le captura à Smyrne. Pendant des jours, il fut torturé, lui arrachant morceau par morceau n'importe quel secret, jusqu'à ce qu'il soit finalement décapité. Sa tête, dans un spectacle macabre, fut utilisée comme ballon par les soldats dans les rues. Ce fut un message clair, il n'y avait pas de clémence, pas même pour les complices mineurs. Ensuite tomba Decimus Junius, Brutus Albinus, l'un des amis les plus intimes de César et peut-être le plus traître de tous. César l'avait inclus dans son testament comme héritier alternatif au cas où Octave refuserait la succession. Ce fut lui qui, le matin fatidique des Ides, convainquit un César hésitant d'assister au Sénat. Sa trahison avait été personnelle, intime, dévastatrice. Après Philippe, ses légions en Gaule l'abandonnèrent. Il tenta de s'échapper déguisé en chef gaulois, cherchant refuge auprès d'un chef qu'il avait autrefois appelé ami. Mais en temps de vengeance, la loyauté avait un prix. Le chef l'assassina dans sa propre maison et envoya la tête à Marc-Antoine en cadeau. L'ami qui mena César à la mort fut vendu par un autre ami, trahi pour de l'or. Publius Casca, le premier homme à plonger sa dague dans César, s'enfuit comme une ombre. La légende dit qu'il erra tourmenté, consumé par la culpabilité, jusqu'à ce qu'il se suicide dans un lieu inconnu. D'autres racontent que la mer l'engloutit dans une tempête, que son corps ne fut jamais retrouvé, car la terre elle-même le rejeta. Sa disparition resta enveloppée de mystère, comme si les dieux avaient décidé d'effacer sa trace pour toujours. Les autres n'eurent pas meilleure fortune. Lucius Cassius, frère du principal conspirateur, fut assassiné sur ordre d'Octave. D'autres sénateurs tombèrent dans le temps dans des ruelles sombres, dans des embuscades nocturnes, ou même aux mains de leurs propres esclaves qui les livraient pour réclamer des récompenses. Toute la Méditerranée devint un tableau de chasse, et les assassins de César étaient les proies. Et les proies. La psychologie de cette persécution révèle quelque chose d'inquiétant. Ce n'était pas seulement une question de justice ou de politique, c'était l'Est. C'était presque religieux. Octave se considérait comme l'instrument de la vengeance des dieux. Chaque mort était un sacrifice. Chaque tête coupait une offrande sur l'autel de César. Rome vivait sous la logique de la proscription. N'importe qui pouvait être désigné comme ennemi de l'État et une fois sur la liste, il n'y avait pas d'échappatoire. La trahison devint monnaie courante. La fide, ce principe romain d'honneur et de loyauté, s'effondra. Plus personne ne faisait confiance à personne. L'amitié se mesurait en or, la loyauté en pièces de sang. L'idéal républicain était mort non seulement à Philippe, mais dans chaque transaction vile, dans chaque trahison achetée. Le dernier des grands conspirateurs à mourir fut Cassius de Parme, poète et écrivain. Il avait mis sa plume au service de la République, mais le destin le condamna à errer d'un refuge à l'autre. Il rejoignit d'abord le pirate Sextus Pompée en Sicile. Après sa défaite, il commit la plus grande ironie. Il s'allia à Marc-Antoine, le bourreau et vengeur de César. Il se retrouva dans le mauvais camp pour la dernière fois. Après la chute d'Antoine à Actium, les hommes d'Octave le trouvèrent à Athènes. Il fut traîné et exécuté sans cérémonie, 14 ans après l'assassinat au Sénat. La vengeance d'Octave s'était avérée implacable. Aucun des assassins ne mourut de vieillesse. Tous tombèrent violemment, beaucoup transpercés par la même sorte de dague qu'ils avaient utilisée contre César. C'était une justice poétique, cruelle, presque rituelle. Rome exigeait 100%, et Octave s'assura que pas un seul nom n'échappe. Mais le plus terrible ne fut pas la mort des conjurés, mais ce que leur élimination signifiait. Chaque fois qu'un républicain tombait, chaque fois qu'un opposant disparaissait, le pouvoir d'Octave devenait plus absolu.
La République n'était plus un système, c'était un souvenir. Et ce souvenir était effacé à chaque exécution. La chasse avait pris fin avec des corps démembrés, des têtes exposées et des familles fointies ruinées. Mais en même temps, elle avait créé un vide que seul un homme pouvait remplir. Et cet homme, qui avait commencé comme un jeune homme maladif et inconnu, était sur le point de devenir la figure la plus crainte et la plus puissante de son temps. La liste des conspirateurs étant presque liquidée, l'attention de Rome se tourna vers un nouveau duel. Les 3 prédateurs du triumvirat n'étaient plus égaux. L'Épide avait été relégué à l'insignifiance, réduit à une ombre politique. Les vrais titans étaient Marc-Antoine et Octave, et entre eux, il n'y avait pas de place pour la coexistence. La rivalité ne commença pas avec des épées, mais avec de la propagande. Octave, depuis Rome, dépeignit Antoine comme un traître, un général romain asservi au charme d'une reine étrangère. Cléopâtre d'Égypte devint la figure centrale de cette campagne. Octave décrivait Antoine comme un homme dominé par la luxure, prêt à livrer Rome aux caprices d'une femme orientale. L'image pénétra profondément dans un peuple qui craignait la monarchie et méprisait l'influence étrangère. Pendant ce temps, Antoine, installé à Alexandrie, voyait Octave comme un tyran cupide, un enfant déguisé en César qui usurpait le pouvoir. Le choc était inévitable. La confrontation finale eut lieu en mer à la bataille d'Actium, en l'an 31 des Vénantes J. C. Plus qu'une guerre, ce fut une représentation symbolique. Le destin de Rome affrontant les vagues, avec des dieux invisibles penchant la balance. Octave faisait confiance à Agrippa, son général le plus brillant, maître de la guerre navale. Antoine faisait confiance à son expérience et à Cléopâtre, qui apportait la puissante flotte égyptienne. Le matin d'Actium était chargé de sombres présages. Le vent soufflait de l'ouest, favorisant Octave. La bataille se transforma en une danse de feu et d'eau, des navires s'abordant, des archers incendiant des voiles, des marins noyés au milieu des cris. Antoine lutta avec férocité, mais Cléopâtre, voyant que la marée tournait, ordonna la retraite de son escadre. Ses voiles se déployèrent vers le sud, blanches comme un abandon. Antoine, aveuglé par l'amour ou la peur, commit l'impensable. Il quitta la bataille et suivit Cléopâtre, abandonnant ses soldats. L'armée romaine resta stupéfaite. Le général qui devait les diriger s'était enfui derrière une femme. La flotte d'Octave, disciplinée, resserra le cercle et détruisit les retardataires. Ce fut une défaite totale. Actium ne fut pas seulement une bataille perdue, ce fut une humiliation. Le lion romain avait été dompté non par l'épée d'un rival, mais par les lèvres d'une reine. Le dénouement en Égypte fut tragique. Acculés à Alexandrie, Antoine et Cléopâtre comprirent qu'il n'y avait pas d'issue. Antoine, dans un acte désespéré, se jeta sur son épée, mourant dans les bras de la femme qui l'avait entraîné à sa perte. Cléopâtre, selon la légende, se laissa mordre par un aspic, le poison rampant comme un dernier amant jusqu'à son cœur. D'autres suggèrent qu'elle fut exécutée en secret sur ordre d'Octave, mais l'image de la reine embrassant la mort par fierté se révéla trop puissante pour être détruite. La mort d'Antoine et Cléopâtre laissa Octave seul maître de la scène. Il ne restait plus de rivaux, plus de généraux, plus de conspirateurs. Seul lui et son ambition, soutenus désormais non par l'épée de César, mais par sa propre astuce. Actium révéla une vérité inquiétante. La victoire d'Octave ne fut pas due seulement à la force militaire, mais à la guerre psychologique. Il avait transformé Cléopâtre en symbole de la peur orientale et Antoine en victime de sa faiblesse. Le peuple de Rome, qui avait autrefois craint César pour vouloir être roi, embrassait maintenant Octave comme sauveur. Le jeune homme maladif s'était transformé en Auguste, et il l'avait accompli sans se proclamer dictateur, mais en se présentant comme le restaurateur de la République. La mer d'Actium fut semée de cadavres et de navires carbonisés. Mais au-delà des restes flottants dans l'eau, ce qui émergea de ces vagues fut un nouvel ordre. Rome ne serait plus jamais une république de sénateurs, mais un empire sous un seul homme. Après la mort d'Antoine et de Cléopâtre, la Méditerranée entière s'inclina devant un seul nom. Caius Julius César Octavianus. Mais le jeune homme ne commit pas l'erreur de son père adoptif. Jules César avait accepté le titre de dictateur à vie et par là avait provoqué la peur, l'envie et finalement les dagues. Octave était plus froid, plus calculateur, plus patient. Il n'avait pas besoin d'une couronne d'or. Il comprit que la véritable couronne était l'obéissance silencieuse. En l'an 27, il réalisa un coup de maître.
Il entra au Sénat et, avec une théâtralité étudiée, renonça publiquement à tous ses pouvoirs extraordinaires. Il déclara qu'il rendait à la République la liberté que César avait ravie. Les sénateurs, épuisés après 2 décennies de guerre civile, le reçurent avec jubilation. Mais au lieu de se libérer, ils s'enchaînèrent. En remerciement, ils lui accordèrent un nouveau nom, Auguste le Vénérable. Avec ce titre, Octave devint le premier empereur de Rome, bien qu'il fît semblant de ne pas l'être. La restauration de la République fut une brillante farce. Les consuls continuaient d'être élus, le Sénat continuait de se réunir, les assemblées populaires maintenaient qu'en elles leur façade. Mais tous savaient que le véritable pouvoir reposait sur un seul homme. Auguste contrôlait les légions, les finances de l'État et les provinces les plus riches. Chaque décision passait par lui. Le masque républicain restait intact, mais derrière était née une monarchie déguisée. Son régime reposait sur 3 piliers, l'armée, la richesse et la religion. Auguste se proclama protecteur de la paix et reconstruisit des temples oubliés, se présentant comme l'élu des dieux. Sous sa main, Rome entra dans la soi-disant Pax Romana, une paix imposée par l'épée. C'était la paix des cimetières. Il n'y avait pas de guerre civile car tous les ennemis avaient été exterminés. La psychologie d'Auguste était celle d'un acteur consommé. Il comprit que le peuple ne voulait pas entendre le mot « roi ». Rome avait banni ses monarques 500 ans auparavant. Ainsi, il ne se couronna jamais, ne se nomma jamais dictateur. Il préférait des titres ambigus. Princeps, le premier parmi ses pairs, Auguste le Vénérable. Des noms doux qui cachèrent un pouvoir absolu. C'était comme s'il avait appris du sang de César que la véritable domination n'a pas besoin de s'exhiber. Il suffit de l'administrer avec patience. Son contrôle sur la mémoire fut tout aussi efficace. Il fit écrire des chroniques, érigea des monuments, réécrivit l'histoire. Les assassins de César furent dépeints comme des méchants, non comme des libérateurs. Brutus et Cassius devinrent des ombres maudites. Les morts ne pouvaient défendre leur réputation, et Auguste modela le récit comme un sculpteur modèle le marbre. Il comprit que dominer Rome n'était pas seulement une question d'armée, mais de récit. La paradoxe est brutale. Les conjurés avaient replanté leurs dagues pour empêcher la naissance d'un roi, et à chaque coup de poignard, ils ne firent que fertiliser la terre pour l'émergence d'un empereur. Auguste ne régna pas pendant une poignée d'années comme son père adoptif. Il régna plus de 4 décennies. Il ne mourut pas assassiné au Sénat, mais dans son lit, vieux, vénéré et déifié comme un dieu. Le contraste entre la fin de César et celle d'Auguste est effrayant. L'un mourut couvert de blessures, abandonné par ceux qui l'entouraient, l'autre mourut entouré d'honneurs avec des temples à son nom. Le sang du premier fut le fondement de l'éternité du second. Dans cette cruelle ironie se révèle l'essence du pouvoir. Les idéaux meurent, mais les structures survivent. La République fut détruite non tant par les ambitions de César, mais par la maladresse de ceux qui tentèrent de la sauver. Et sur leurs cadavres, Auguste construisit un régime plus durable que n'importe quelle liberté. La couronne d'Auguste ne fut jamais visible, mais elle pesait plus que n'importe quel métal. C'était l'obéissance d'un empire entier, un silence qui se prolongea pendant des siècles. Rome n'appartenait plus aux sénateurs ni au peuple, elle appartenait à une dynastie. Et tout commença par 23 coups de poignard sur un marbre froid. Lorsque la poussière de 2 décennies de guerre retomba, Rome se réveilla transformée. Le Sénat continuait d'exister, les élections se tenaient en mai. Mais tout était un théâtre vide. Le véritable maître de la ville était un seul homme, Auguste, et l'ironie finale brillait comme un couteau taché de sang. Les libérateurs avaient plongé leur dague dans Jules César pour empêcher la tyrannie, mais leur sacrifice n'engendra pas la liberté. Il engendra un empire. Brutus, Cassius et les autres moururent convaincus de lutter pour une idée. La République, cette abstraction qui pour eux était plus sacrée que la vie, devint une tombe partagée. Ils moururent des discours aux lèvres, avec l'espoir que l'histoire les retiendrait comme des héros. Mais l'histoire fut écrite par les vainqueurs. Auguste fit en sorte qu'ils soient rappelés comme des traîtres, des assassins, des ombres qui déshonorèrent Rome. Sur les forums et dans les temples, il ne resta pas de statue pour eux, seulement le silence. Auguste, en revanche, construisit un récit immortel. Il fit de César un dieu et de lui-même son fils divin. Il créa des temples, institua des cultes, et chaque citoyen romain fut instruit d'accepter que l'ordre naturel du monde était d'avoir un empereur au sommet.
L'assassinat qui prétendait empêcher la monarchie finit par justifier une nouvelle forme de royauté, plus solide et plus durable. Si nous comparons à notre temps, la leçon est effrayante. Les peuples ne suivent pas des abstractions éternelles, ils suivent des symboles concrets. La plèbe romaine ne pleura pas la perte de la République, elle pleura parce qu'elle avait perdu l'homme qui lui donnait du pain, des victoires et des spectacles. À sa place apparut un autre homme, encore plus calculateur, qui leur offrit la même chose, mais emballée comme éternité. La liberté ne fut pas perdue dans une bataille, elle fut perdue dans l'indifférence de ceux qui préférèrent la sécurité. Chaque conspirateur paya de sa vie. Trébonus torturé, Décimus trahi, Casca disparu comme un fantôme, Cassius mort par erreur, Brutus transpercé par sa propre épée. Pas un seul ne mourut en paix. Et pourtant, aucun de ces sacrifices n'empêcha la naissance du monstre. Au contraire, chaque cadavre fut un échelon de plus dans l'ascension d'Auguste. Les 23 coups de poignard n'arrêtèrent d'un pas la tyrannie. Ils ne firent que choisir le tyran. Ils ne couronnèrent pas un roi de laurier, mais un empereur du silence. Et ce silence fut plus fort que n'importe quel cri de liberté. Pendant plus de 4 siècles, l'Empire romain dominerait la Méditerranée, né non d'un rêve de grandeur, mais d'un bain de sang sur le marbre du Sénat. Tel est le véritable testament des Ides de Mars. Non un document écrit, mais une malédiction qui traversa des générations. Chaque coup de dague fut aussi un coup porté contre l'idée même de république. Les conspirateurs pensèrent même qu'ils tuaient un homme, mais en réalité, ils assassinèrent acheteur leur propre monde. Et l'écho de cet acte résonne encore, car chaque fois qu'un peuple sacrifie la liberté pour la sécurité, la même histoire se répète. Le marbre du Sénat reste témoin muet. Là tomba César, et avec lui la vieille Rome. Là naquit Auguste, et avec lui un nouvel ordre. Les 23 coups de poignard ne furent d'ailleurs pas la fin, ils furent le début d'une ère où le sang devint fondation.